bonsoir. Bonsoir. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Ala Eddine Algem, un jeune réalisateur marocain qui vient nous présenter son premier long métrage, Le miracle du Saint inconnu, dans l'avant-première, dans le cadre des 25e rencontres de culture et cinéma. Ala Eddine Algem, d'où vous est venu ce goût du cinéma ? Le goût du cinéma m'est venu relativement tard, c'est-à-dire j'étais tout de même assez jeune, mais c'est relativement tard. Enfin, je lis souvent des interviews de cinéastes et tout, je lis souvent des gens, je vois souvent des interviews de réalisateurs qui parlent depuis leur jeune enfance, ils étaient des mordus de cinéma, ils regardaient film sur film, ils étaient assez cinéphiles, et du coup ça semblait presque une vocation naturelle de faire du cinéma. Moi c'était pas du tout mon cas, moi je viens d'une famille où on regardait pas spécialement de films, on regardait à peine de la télé, même pas pour dire la vérité, et j'avais plus une passion pour tout ce qui était informatique, électronique, et je voulais faire une carrière là-dedans, et je voulais étudier ça. Et j'avais aussi une fascination pour le Japon, donc je voulais aller au Japon et étudier ça. Et j'avais un peu préparé tout mon parcours pour pouvoir aller au Japon et faire ces études-là. Et pour ce faire, j'avais besoin de passer un examen et de réussir à avoir une bourse pour pouvoir se permettre ces études-là. Aller au Japon. Ouais. Et du coup, j'ai été sélectionné, j'ai passé le concours, mais je ne l'ai pas réussi. Et du coup, je ne pouvais pas y aller. Je n'avais pas de plan B. Et pendant cette période où je n'avais pas de plan B, j'étais relativement jeune, j'avais 17 ans, je venais d'avoir mon bac. Et pour moi, se poser un peu déjà les questions de les études que je vais faire, ça va être le métier que je veux faire. Et du coup, il fallait absolument bien choisir. Et me connaissant, si j'allais commencer quelque chose, j'allais vouloir la finir. Et je ne savais pas quoi faire. Et justement, à chaque fois que je commençais, je disais tel métier, non. Je ne savais absolument pas quoi faire. Je n'avais pas de plan B. Et du coup, je déprimais chez moi tranquillement l'été. Et j'avais un ami à qui on se voyait régulièrement, qui à chaque fois m'invitait pour qu'on sorte, faire quelque chose. Et moi, je ne sortais pas parce que je n'étais pas d'humeur, je n'avais pas la tête à ça. Et contrairement à lui, il y a d'autres amis qui avaient déjà leur chemin tracé, savaient quelles études allaient faire, quelles facultés ils allaient rejoindre. Moi, je ne savais pas quoi faire de ma vie. Et du coup, cet ami venait souvent à la maison et ramenait des films. Comme ça, on regardait des films où on faisait autre chose, mais souvent, on regardait aussi des films. Et on regardait un film, deux. Et des fois, je lui disais, la prochaine fois, à la maison, plus, comme ça, tu m'en laisses un ou deux quand tu es parti, que je les regarde. Puis j'allais chercher moi-même d'autres films par après. Et au bout d'un mois, 20 jours, je m'étais fait la remarque que, au fond, j'étais un peu déprimé, je ne savais pas trop quoi faire, j'avais l'impression d'être face à une grande problématique dans ma vie, mais en même temps, le temps d'un film, les 1h20, 1h30 que je regardais, j'étais ailleurs, je ne pensais pas du tout à ça. J'étais ou dans quelque chose d'extrêmement drôle, ou dans quelque chose d'extrêmement dramatique, ou bref, j'étais dans un autre monde, dans un autre univers. Je trouvais ça fascinant. Et moi qui regardais pas beaucoup de films avant, donc je découvrais un peu tout, j'avais un grand appétit. Et du coup, je commençais à regarder des films en boucle. Et il arrivait que la première école de cinéma au Maroc allait ouvrir le même été et passer le premier concours. Et du coup, je suis tombé par hasard sur cette annonce-là. Et je m'étais dit, pourquoi pas ? Alors, je téléchargeais le dossier. Il y avait déjà un petit dossier un peu à remplir, avec des petits trucs qu'il fallait faire, des petits projets artistiques, des choses à préparer. Et moi, je pense que c'était un peu le dossier pour lequel j'avais le moins d'aptitude, pour lequel j'étais le moins préparé, mais pour lequel j'ai pris plus de plaisir. Et puis, j'ai été invité pour passer le concours. Et là, pareil, c'était une semaine de concours. Je ne savais absolument rien. Et je m'étais bien amusé. Et pour une fois, moi qui étais assez bon élève d'habitude, pour une fois, j'arrivais dans quelque chose que je ne maîtrisais pas, que je ne savais pas. Et je prenais beaucoup de plaisir. Et là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose pour moi là-dedans. Et que c'est important dans mon choix de choisir quelque chose où je me sentais bien, où je prenais du plaisir. Et du coup, voilà, j'ai commencé en faisant des études de cinéma, en me disant, bon, au pire des cas, j'ai 17 ans, si jamais ça ne marche pas, l'année prochaine, j'aurai 18 ans, je pourrais faire autre chose. Et dès que j'ai commencé, plus j'en savais, plus j'en apprenais, plus je voulais en apprendre plus et plus j'aimais. Et ça me réconfortait dans mon choix. Et du coup, c'est comme ça que ça a commencé. Une révélation pour le cinéma à 17 ans, on ne peut pas dire que c'est sur le tard quand même. Aujourd'hui, c'est relativement tard, parce que c'est relativement tard, mais... Donc vous faites ces études à Marrakech,
Et puis je crois qu'après vous allez poursuivre en Belgique, c'est ça? Ouais. Oui. Pour une raison très simple, c'est qu'en fait, à Marrakech, les études c'était 3-5 ans. J'avais fait les premiers cycles, donc les 3 ans, j'avais 19 ans. Et je travaillais souvent à côté de mes études. Dès que j'avais l'occasion, l'été surtout, et les vacances, j'allais faire de l'assistanat, travailler sur des tournages. Et à 19 ans, j'avais pratiquement fini mes études. Et je m'étais dit, ben moi, à 19 ans, je suis encore jeune, j'ai encore envie d'apprendre, j'ai encore envie de vivre d'autres expériences, avant d'être clairement dans un truc de... Je suis confronté au cinéma comme un métier. Et du coup, je voulais aussi vivre une expérience ailleurs, à l'étranger. Et j'étais convaincu qu'on ne pense pas le cinéma de la même façon partout dans le monde. Et il y a des choses que j'ai appris au Maroc qui ont forgé aussi... le cinéaste que je suis en train de devenir. Et je me suis nourri aussi beaucoup des sensibilités, des réflexions des autres étudiants qui étaient avec moi. On a un peu grandi ensemble pendant ces 3 ans. On a partagé beaucoup de choses et j'avais envie d'aller vivre la même chose mais ailleurs, avec une autre façon de penser, dans une autre société, avec d'autres codes. Et du coup, le choix se posait. Et alors, parmi les écoles les plus connues dans le monde francophone, il y a l'ANSAS à Bruxelles, la FEMIS à Paris. Pour des questions économiques, l'ANSAS c'était plus abordable. et du coup, voilà, j'ai passé le concours de l'ANSAS et j'étais pris. Et du coup, je suis allé en Belgique. D'accord. Et c'est là que vous avez réalisé votre court-métrage, Les Poissons du désert? Non, j'avais réalisé un autre court-métrage qui s'appelait Dernier Hommage. D'accord. Et après, c'est là où j'ai écrit Les Poissons du désert, mais je ne l'avais pas réalisé à ce moment-là. Quand j'avais écrit Les Poissons du désert, j'avais une production belge sur le film, il y avait une production française sur le film, on avait même un préachat de France Télévisions, on avait de l'argent, Belgique et France, et on n'avait pas de coproducteur au Maroc. Pour tourner au Maroc, il faut avoir un coproducteur. D'accord. Et puis c'était naturel, c'est un court-métrage marocain, je suis marocain, logique. C'était logique. Et du coup, je me rappelle qu'à l'époque, j'habitais en Belgique et j'étais rentré au Maroc un peu en prospection. J'étais voir plusieurs producteurs, j'avais écrit à plusieurs producteurs. Et la réalité, c'est que très peu, pour dire personne, n'était réellement intéressé, pas par le projet en soi, mais par le court-métrage en général. Généralement, les sociétés de production, une fois qu'elles sont établies, ne font plus de court-métrage au Maroc. Et puis, on me l'a même dit clairement, reviens nous voir avec un long, parce que là, le cours, c'est beaucoup de travail pour aucun gain, pratiquement, pour une maison de production. Donc, c'est pas mal, mais reviens après. Quand tu auras fait ton cours, que tu passeras à autre chose, reviens nous voir. Ah, mais là, c'est un peu le piège, parce que si vous ne pouvez le tourner qu'au Maroc et qu'on ne vous donne pas les moyens de le faire... C'était compliqué. Et je m'étais rendu compte que tous mes autres amis qui avaient fait l'école avec moi au Maroc, ils étaient un peu dans la même étape, au même stade de leur carrière. C'est-à-dire ils étaient avec leur premier projet de film, c'était généralement des courts-métrages, des fois des documentaires, et ils étaient en train de chercher des producteurs marocains, et ils n'arrivaient pas à en trouver. Et moi, vu que dans mes études, j'avais fait réalisation, scénario, mais aussi production, et que le hasard des choses avait fait que mes premiers boulot en Belgique, c'était plutôt dans la production. Donc j'avais emmagasiné un peu d'expérience là-dedans, et puis j'avais beaucoup d'amis producteurs, et un d'entre eux, qui était donc mon coproducteur belge sur ce court-métrage, me disait, tu sais, si la situation est ainsi, pourquoi tu n'ouvres pas une structure de production au Maroc, tu produis ton film et ceux de tes amis, parce qu'au bout d'un moment, il faudrait que quelqu'un le fasse, de votre génération. Et du coup, avec une autre étudiante à l'ANSAS, une italienne qui est devenue ma femme par après, qui s'appelle Francesca, on s'est dit, tiens, on va le faire. Et du coup, on est allé au Maroc, à Marrakech, et on a ouvert une société de production qui s'appelle Le Moindre Geste. Et on s'est dit, voilà, on va produire nos films et les films des autres. Le problème, c'est que une fois que tu commences à produire 3, 4, 5 courts-métrages et documentaires, au bout d'un moment, tu ne peux pas demander les mêmes financements pour les 4 ou les 5. Donc il y a certains que tu dois mettre de côté. Et c'était plus facile de me dire à moi-même, écoute, mon projet, je vais le mettre de côté, parce que moi, je pouvais me le dire à moi, je me comprenais. C'était plus difficile de dire ça à quelqu'un d'autre. Et du coup, pendant 4 ans, j'ai fait que les projets des autres et je n'ai pas fait mes films. Et en 2014, j'en avais un peu marre. Et je m'étais dit non, là c'est bon, il faut que je le fasse. Et du coup, j'avais fait le cours à ce moment-là.
D'accord. Et ça a été le succès. Il a été primé largement. Le cours a marché, il avait bien marché dans un réseau critique festival, que de toute façon c'est le seul réseau qu'il y a pour les courts-métrages. Il a vraiment bien marché. Et c'est le cours qui a permis de financer le long, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Généralement, c'est comme ça. Ouais. Et ce cours, en effet, m'avait ouvert beaucoup de portes et m'avait aussi permis, avec moi-même, de me comprendre et de me le dire clairement qu'en fait, ce que j'aime le faire le plus dans le cinéma, c'est réaliser et écrire. Et du coup, depuis, juste après, j'ai commencé à écrire Le Miracle du Saint Inconnu. Et puis depuis, je ne fais que écrire et penser à des projets comme réalisateur plutôt que dans la production. Donc ça veut dire qu'après Le Miracle du Saint Inconnu, il y aura d'autres films. Moi, j'espère. Je fais tout pour qu'il y ait d'autres. Après. Nous, ici, on espère qu'après, on verra les autres. Est-ce qu'on peut dire que votre film, Le Miracle du Saint Inconnu, c'est une fable, un conte burlesque? C'est une fable, c'est un conte. Ça a toujours été pensé pour être une fable moderne et pour emprunter un peu cette forme de narration propre au conte. Au Maroc, on a une longue tradition de conte. C'est souvent une tradition orale. Et je trouvais dommage que dans le cinéma, on n'utilisait pas ça. C'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à transposer ça au cinéma, bien évidemment pas de la même façon, mais qu'on pouvait prendre des choses à ce code-là et qu'on pouvait s'en inspirer et inventer une autre façon, une autre narration dans le cinéma. Du coup, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et c'est ce qui donne cette forme-là au Miracle du Saint Inconnu, qui est un conte, une fable, finalement assez moderne, même si elle se déroule dans un décor assez presque antique, avec un peu des aspects, un air de western au niveau de l'image, dans le sens où il y a un village qui surgit de nulle part, un côté un peu Far West, sur lequel on a aussi joué en termes d'esthétique. On a cherché à être aussi des fois dans des plans assez western spaghetti même. C'est aussi beaucoup une fable sur la crédulité. Et au-delà même de la crédulité, tout au long du film, on égratigne pas mal. On égratigne avec humour et avec presque gentillesse, mais quand même, tous les sujets y passent. C'est un film d'observation. C'est vraiment un film d'observation. Le sujet sociétal, j'entends. Hein. C'est vraiment un film d'observation. En fait, on est en train d'observer. C'est un film d'observation dans le sens où on est vraiment en train d'observer une micro-société qui est un peu entre plusieurs choses. À la fois entre une croyance bien ancrée qui les accommode aussi, enfin, qui les arrange. Et de l'autre côté, une espèce de modernisme brut qui est en train d'arriver, symbolisé dans le film, tout au long du film, par cette route qu'on est en train de construire et presque d'exploser. Donc en fait, il y a deux mondes qui ne s'opposent pas vraiment, mais qui ont un petit peu parfois du mal à cohabiter. Qui ont du mal à cohabiter et qui créent une espèce de petit monde, d'une petite société un peu absurde. D'ailleurs, tout le film souligne un peu les absurdités du quotidien. Ça gravite toujours autour de la question de la foi. Pas de la foi religieuse, il n'y a pas spécialement question de religion dans le film, on est plus dans de la foi d'une manière plus large. Il y a une série de personnages, chacun est confronté un peu à ça, ou est confronté à ça et autre chose, mais surtout à ça. Alors que ce soit à la fois on a une pluie qui ne tombe pas, que ce soit à la fois on a un médicament qui soigne tout, ou à la fois on a un argent qu'on doit récupérer, donc la fois assez matérielle, ou la fois on a un saint qu'on ne connaît pas, mais qui nous arrange et qui fait vivre le village et la communauté. Une fois, on a un docteur aussi qui peut éventuellement tout soigner. Drôle. Et du coup, oui, le film est pensé réellement comme dans une forme d'observation, à la fois dans la manière dont il est mis en scène, c'est-à-dire esthétiquement aussi, on est souvent dans des plans larges, il y a une certaine distance.
Les choses ne se racontent pas par les dialogues, mais se racontent par les faits, par l'image, par les actions, les petites actions et l'enchaînement des situations, des petites actions. D'ailleurs, l'absurdité ressurgit uniquement par les situations. Les constructions qui mènent à ces absurdités-là sont complètement réalistes. Il n'y a absolument rien de souligné, de poussé dedans. Et puis tout le film est tourné en plan fixe et on tournait en 35 mm et 50 mm quasiment. Tout le film est dans 2 focales qui sont les plus proches de la perception de l'œil humain. Et l'idée, c'est de mettre réellement le public, le spectateur, dans une situation où il est en train d'observer. Et on est d'ailleurs, à un certain moment, on est introduit dans ce monde par les yeux d'un étranger, à ce monde qui est ce voleur, qui revient et qui découvre tout ça. Et nous, on découvre avec lui dans son regard. Et par après, on se permet un peu plus de liberté. La caméra se balade un peu dans les différents coins du village, les différents lieux qui sont souvent assez caractérisés. Et puis des fois même dans le village d'à côté. Et puis comment tout ça se croise et comment tout ça s'enchaîne. Tout ça fait qu'on peut peut-être dire, enfin je pense qu'on peut dire que c'est un film à 2 lectures. On peut le regarder comme une excellente comédie et on aurait tort de bouder son plaisir parce que c'est drôle aussi, c'est drôle parce qu'il y a énormément d'humour mais ça pose aussi énormément de questions sur tout, justement, toutes ce que vous appelez ces foi différentes que j'appelle les crédulités, mais c'est la même chose. Et effectivement, là, on peut aller sur un plan plus philosophique. Oui. D'ailleurs, ça a été souvent présenté comme un espèce de conte philosophique. Et ça l'est dans la mesure où c'est un film qui est, depuis son écriture, depuis les premiers dossiers, les premières notes d'intention, a été pensé pour être sur 2 degrés de lecture. À la fois avoir un premier degré assez accessible, assez facile, avec même dès que les premières minutes du film, dès que les premières minutes du film commencent, on est sur quelque chose sur un espèce de plot de ce qu'il y a de plus basique dans le cinéma. C'est un voleur qui enterre son argent et qui cherche à récupérer, et à partir de là on part dans quelque chose d'un peu plus complexe. Et puis un deuxième degré qui est un peu plus symbolique, avec différentes grilles de lecture qu'on peut se permettre par rapport aux différents personnages, à ce qu'ils vivent, et aussi par rapport au portrait global d'une société que forment ces différents petits portraits de différents couples de personnages qu'on a dans le film. Et ça, c'était à la fois voulu parce que c'est quelque chose que j'aime et j'aimerais continuer à faire. Des films qui à la fois sont des films d'auteur, clairement, mais qui sont aussi accessibles à un public à la fois averti, mais aussi pas averti. Moi, je viens d'un pays où la cinéphilie ne court pas dans les coins des rues, et il est important pour moi de ne pas faire des films qui snobent un peu le public. J'ai eu une très mauvaise expérience avec mon court-métrage, Le Poisson du désert, qui marchait très bien au festival, était primé, était bien reçu par les critiques, et c'était très très bien pour moi. Mais quand il était projeté dans des salles avec un public, on va dire normal, pas un public de critiques et de gens du domaine, souvent projeté, d'ailleurs on l'avait fait au Festival national du film à Tanger, et il a été programmé avant une comédie populaire, une des comédies populaires les plus regardées, qui s'appelait Le Coq. Et en fait le film passait, c'est un court-métrage qui est assez long, il fait 30 minutes. Moi j'étais dans la salle bien évidemment, j'ai présenté le film, puis je me suis assis, et moi j'étais content, c'était la première fois que je montrais le film au Maroc. Et puis moi je sentais que le public s'ennuyait. Et tout le monde attendait le film d'après parce que le public était clairement venu pour rigoler. Et Les Poissons des déserts, c'est un court-métrage sur 3 personnes qui vivent dans un village abandonné dans le désert. Et dans tout le film, il y a 2 phrases, c'est combien de poissons t'as pêché aujourd'hui, plus qu'hier. C'est les 2 phrases qu'il y a dans le film quasiment, à part une des exceptions, c'est quasiment que ça. Et c'est des corps qui marchent dans le désert. Et après, à ce moment-là, moi j'étais dans la salle, je pouvais sentir la frustration, le rejet du public et le fait que ça n'est pas du tout accessible. Et à ce moment-là, je m'étais dit, ça, je ne veux plus jamais le ressentir. Là, avec un court-métrage, encore, ça va, mais avec un long-métrage, je ne veux pas ressentir ça.
Et je ne peux pas me permettre dans un pays où les salles, comme le Maroc, je ne sais plus combien on a de salles, mais il y a très peu de temps encore, on n'avait que 36 salles dans tout le pays pour 40 millions de personnes, et où il y a peu de monde qui vont au cinéma, je ne peux pas me permettre de faire un film qui ne soit pas généreux. Oui, il faut un film directement accessible. Ouais. Et le deuxième point aussi, c'est que ce genre de thématique est extrêmement délicate. Dans des sociétés comme la mienne, c'est quelque chose d'extrêmement délicat. Parler de la foi, parler du rapport à la croyance, même du rapport au mausolée, c'est quelque chose de presque tabou au Maroc. On en a tellement des mausolées, des saints, qu'on ne peut pas critiquer ça, on ne peut pas en parler en mal. Et j'étais face à deux choix. Un, faire un film qui aborderait ça de manière extrêmement frontale. Et à ce moment-là, je saurais que le film susciterait uniquement de la polémique, mais que personne pratiquement ne le regarderait au Maroc, ou peu de gens le regarderaient, mais pas les gens à qui j'ai envie d'adresser le film, mais il serait vu à l'étranger. Et ça, c'est extrêmement frustrant quand tu fais un film dans ton pays, ta culture, et qu'après c'est vu uniquement à l'étranger, mais pas chez toi. Et la deuxième possibilité, c'était de trouver moyen pour rendre tout ça beaucoup plus dilué, beaucoup plus, comment dire, léger de surface. Et c'est la forme du coup que j'ai choisi de donner au Miracle du Saint Inconnu, qui, si on a envie de le lire et de l'interpréter, on lit réellement tout ce qu'on a envie tout ce que j'aurais pu dire de manière frontale. Mais d'un autre côté, on le regarde et on peut passer un bon moment sans se poser ces questions-là si on n'a pas envie. Et l'humour permet aussi d'aborder pas mal de questions et de sujets sensibles. Tel qu'il réalisait Le Miracle du Saint Inconnu, en tout cas, on est à peu près sûr qu'il sera bien accueilli, autant au Maroc qu'à l'étranger. En tout cas, c'est tout ce que nous vous souhaitons. Merci à Edine Algem.